Je voudrais d'emblée faire appel à votre imagination. Alors nous allons tous nous projeter dans 15 ans et imaginer que nous sommes à l'hôpital, là où je reçois les patients en consultation de conseil génétique. Nous sommes donc en 2035 et je vous demande de fermer les yeux juste 2 petites secondes. Nous y voilà. Et bien voilà justement le prochain couple qui arrive en consultation. Bonjour madame, bonjour messieurs, comment allez-vous ? Oh, moi ça va très bien. Enfin, ça va quoi ? Je vous en prie, installez-vous. Alors, je reprends votre dossier. Ah oui, je me souviens bien de vous. C'est vous le couple qui aviez fait des tests génétiques avant de concevoir un enfant et ces tests montraient que vous étiez compatible à 92%. Je m'en souviens parce que c'est un score qu'on ne voit quand même pas très souvent. Et donc voilà, vous avez opté pour la fécondation in vitro pour pouvoir choisir votre embryon et vous venez bien sûr pour avoir les résultats du séquençage du génome de vos embryons. Alors je vois en fait que c'est pas mal. Il y a 4 embryons qui sont de qualité suffisante que pour être réimplantés dans votre utérus, madame. Alors quelles sont leurs caractéristiques ? Alors le premier embryon, c'est une petite fille, mais elle a quand même 70% de risque de développer Alzheimer après l'âge de 60 ans. Alors, le deuxième embryon, un petit garçon, quand même 30% de risque de développer des troubles du spectre de l'autisme. Troisième embryon, une petite fille. C'est pas mal, on ne lui a pas détecté de maladie génétique grave. Vous devez juste savoir que sa taille ne dépassera pas 1,50 m à l'âge adulte. Et le quatrième embryon, c'est un petit garçon à nouveau, et il aura 80% de risque de développer un cancer du côlon avant l'âge de 60 ans. Mais oui, je me rends bien compte, c'est pas facile de devoir faire un choix. Mais en même temps, vous en êtes déjà à votre 3e cycle, et rappelez-vous, c'est le dernier cycle qui est financé par la Sécurité sociale. Et les 2 premières fois, finalement, vous ne vous y étiez pas décidé, donc c'est un peu votre dernière chance de choisir un embryon. Alors, est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que c'est la réalité ? Je vous rassure, on n'en est pas encore là. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, on réfléchisse ensemble sur la direction que pourrait prendre la génétique médicale à l'avenir en regard des nouvelles technologies. Alors, bien sûr, la génétique, c'est une science extraordinaire, sinon je n'en aurais pas fait mon métier. Et vous avez déjà tous entendu parler des chromosomes et des gènes, mais pour être sûr que tout le monde est à niveau, je vous rappelle que notre corps est constitué de milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un noyau qui est une espèce de petit coffre-fort qui est là pour protéger notre matériel génétique. Et le matériel génétique, c'est ce que nous appelons notre génome. Alors dans le noyau, le matériel génétique, le génome, prend la forme de chromosomes, des petits bâtonnets. Et vous savez que chez l'être humain, il y a 23 paires de chromosomes, donc 46 chromosomes. Et un chromosome, en fait, c'est de l'ADN qui est vraiment compacté sur lui-même. C'est comme une pelote d'ADN. Et si dans le noyau d'une cellule, je déroule tous les chromosomes, je vais obtenir à peu près 2 mètres d'ADN, qui est cette fameuse double hélice dont vous avez tous entendu parler, et qui est constituée de 4 éléments essentiels qu'on appelle les nucléotides et qui sont symbolisés par les lettres A, T, C et G. Et ces 4 lettres, elles se succèdent dans un certain ordre le long de notre génome pour former des milliers de codes. Et ces codes, ce sont les gènes. Et donc, les gènes, ce sont toutes les recettes de cuisine qui nous fabriquent et qui nous font fonctionner. Alors, quand on reprend l'histoire de la génétique clinique, il faut retourner aux années 60 où on a commencé à regarder de plus en plus régulièrement les chromosomes humains au microscope. Et c'est à cette époque qu'on s'est rendu compte que les enfants atteints de trisomie 21, ils possédaient 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Et puis, dans les années 80, on a identifié les premiers gènes responsables des maladies génétiques les plus fréquentes. Et on s'est surtout rendu compte que des maladies génétiques étaient dues au fait qu'une faute de frappe se mettait dans un gène important et empêchait ce gène de fonctionner. Et à cette époque, finalement, la démarche du généticien clinicien était un peu toujours la même. Il voyait un patient en consultation et sur base des symptômes du patient et de son histoire familiale, il émettait une hypothèse diagnostique. Et finalement, il prescrivait un test génétique ciblé simplement pour confirmer ou infirmer cette hypothèse diagnostique. En fait, nous allons voir aujourd'hui
qu'avec l'avènement de plusieurs nouvelles technologies, notre façon d'exercer notre métier de généticien clinicien s'est un petit peu modifiée. Alors, depuis le début du XXIe siècle, depuis le début des années 2000, il faut savoir qu'en génétique, il y a eu deux très grandes révolutions technologiques. La première, c'est ce qu'on appelle les microarrays, et c'est une analyse qui permet d'examiner les chromosomes de manière bien plus détaillée qu'au microscope. Et la deuxième grande révolution technologique, c'est ce qu'on appelle le séquençage à haut débit, qui permet de lire les gènes beaucoup plus facilement qu'auparavant. Alors nous allons commencer par les microarrays. C'est un petit peu comme si on arrivait à découper les chromosomes en milliers de petits morceaux. Pour vous donner un exemple plus imagé, eh bien dans les années 60 ou 70, quand on regardait des chromosomes au microscope, c'est un peu comme si le scientifique regardait un puzzle de 46 pièces, 46 chromosomes, pour voir s'il ne trouvait pas une pièce manquante ou une pièce en trop. Eh bien maintenant, le scientifique, il regarde un chromosome de 280 000 pièces pour voir s'il n'y a pas une toute petite pièce en moins ou une toute petite pièce en trop. Et ces toutes petites pièces manquantes ou en trop dans notre matériel génétique, dans nos chromosomes, c'est ce que nous appelons dans notre langage de généticien des remaniements chromosomiques. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 sortes de remaniements chromosomiques. Il y a des variants remaniements chromosomiques qui sont tout à fait bénins, qui n'ont aucune répercussion sur notre santé. Et puis à l'inverse, il y a des remaniements chromosomiques qui sont graves, qui entraînent des symptômes. On dit que ce sont des remaniements chromosomiques pathogènes qui donnent des syndromes chromosomiques. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait une 3e catégorie de remaniements qui sont les facteurs de risque. Alors en fait, les facteurs de risque, on peut les retrouver chez n'importe qui dans la population générale et on peut tout à fait les retrouver chez des personnes qui ne se plaignent absolument de rien. Mais statistiquement, on va les retrouver avec une fréquence un peu plus importante chez les personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. Ça veut dire, par exemple, des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou des personnes qui ont des troubles du spectre autistique ou des personnes qui ont de l'épilepsie ou encore des personnes qui ont des maladies psychiatriques. Alors la découverte de ces facteurs de risque pour les troubles neurodéveloppementaux, eh bien, il faut savoir qu'elle a fort modifié notre façon de donner un conseil génétique. Et pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un couple et madame est enceinte et au milieu de la grossesse, elle va chez son gynécologue pour faire l'échographie que toutes les femmes enceintes font au milieu de la grossesse. Puis malheureusement, le gynécologue, on voit qu'il est inquiet, le bébé ne grandit pas bien, il suspecte une malformation au niveau cardiaque. Et donc, vu son inquiétude, le gynécologue va proposer à la patiente de réaliser une amniosynthèse. Donc, on va ponctionner le liquide qui entoure le bébé dans le but de vérifier que ce bébé n'est pas atteint d'une trisomie 21 ou d'un autre syndrome chromosomique grave. Alors nous, au laboratoire, nous recevons le liquide amniotique, on l'analyse avec la fameuse technique des microarrays et on est bien content de constater que ce bébé en fait a 2 chromosomes 21, donc il n'est pas atteint de trisomie 21 et on ne voit pas non plus d'autres syndromes chromosomiques graves. Mais par contre, un peu par hasard, je dis par hasard parce que ça n'a sans doute rien à voir avec les petits signes que le gynécologue avait vus à l'échographie, mais un peu par hasard, on remarque que ce bébé, il lui manque une toute petite bande sur le chromosome 1. Et nous, généticiens, on sait que cette petite pièce manquante sur le chromosome 1, en fait, c'est un facteur de risque pour les troubles neurodéveloppementaux. Et nous savons qu'avec cette petite bande en moins, ce bébé a 60% de chances d'aller très bien et de n'en avoir aucun symptôme, mais il a quand même 40% de risque de développer des troubles du neurodéveloppement, par exemple de la déficience intellectuelle ou par exemple des troubles autistiques. Alors, que devons-nous faire avec ce résultat ? Est-ce que nous devons le garder pour nous ou est-ce que nous devons le transmettre au couple ? Alors, il y a une règle, un consensus national qui a été édicté par un consortium multidisciplinaire qui nous dit que si le risque de troubles du neurodéveloppement est supérieur à 30%, nous avons le devoir en tant que médecins d'en informer les patients. Donc nous devons revoir ce couple en consultation et leur dire que d'une part, on a une bonne nouvelle, le bébé n'est pas atteint de trisomie 21 ou d'un autre syndrome chromosomique sévère, mais que d'un autre côté, on a une moins bonne nouvelle, c'est qu'il est porteur d'un facteur de risque pour les troubles du neurodéveloppement. Alors vous imaginez un peu le tsunami qu'on provoque chez ce couple,
qui ne s'attendaient pas du tout à ce genre de résultat. Le couple y vient en se disant ça va être noir ou blanc, hein, l'enfant est atteint ou l'enfant va bien, mais jamais ils n'ont imaginé devoir prendre une décision pour la grossesse en cours, non pas sur un diagnostic, mais simplement sur un risque. Alors là, je vous ai illustré comment les micro-arrêts nous permettent d'analyser les chromosomes de manière de plus en plus détaillée et comment ça influence notre conseil génétique. Mais il faut savoir qu'il y a une deuxième très grande révolution technologique depuis quelques années, qui est le fameux séquençage à haut débit. Alors ça, c'est assez génial, parce que ce séquençage à haut débit, il nous permet de lire les gènes beaucoup plus facilement qu'auparavant. Auparavant, on ne pouvait lire qu'un seul gène à la fois, c'était assez fastidieux. La preuve, c'est que quand les Américains ont voulu séquencer pour la première fois l'entièreté du génome d'un seul être humain, ça leur a pris 14 ans et des milliards de dollars. Et maintenant, pour un peu moins de 1 500 €, en quelques jours, on peut lire tous les gènes d'un patient dans nos laboratoires de génétique. Alors ça, c'est fantastique pour nous généticiens, parce que ça a révolutionné notre métier, parce que ça nous permet de prescrire des analyses génétiques beaucoup, beaucoup plus larges chez les patients, où on étudie des centaines ou des milliers de gènes, et ça nous permet chaque jour de poser de nouveaux diagnostics, parfois de maladies génétiques très, très, très rares, qu'on n'aurait pas pu diagnostiquer avec les anciennes technologies. Mais, il y a un mais, il ne faut pas croire pour autant que cette nouvelle technique de séquençage à haut débit, c'est comme une baguette magique qui nous permet de trouver la solution pour tous les patients. Parce que notre génome, ça reste quelque chose de très complexe. Et il faut savoir qu'il y a 1% de notre génome qui est soumis à des variations. Ça veut dire que si je compare mes gènes avec vos gènes, madame, eh bien, il ne faut pas croire que nous allons avoir exactement le même code génétique. Il va y avoir des milliers de différences entre vous et moi. Et ces milliers de différences, c'est ce qui fait que nous sommes tous différents les uns des autres. Et donc, quand nous voyons un patient en consultation et que nous nous disons que ces symptômes peut-être pourraient évoquer, être causés par une maladie génétique rare, eh bien, il ne faut pas croire qu'il nous suffit de prendre l'ADN du patient, de le mettre dans la fameuse machine de séquençage à haut débit et quelques jours après, on va recevoir un petit carton qui dit « Votre patient est atteint de telle pathologie ». Ben non, ce serait beaucoup trop simple. En fait, la machine, elle nous sort une espèce de manuscrit qui contient des millions de lettres et qui correspond au code génétique de notre patient. Et quand nous comparons le code génétique de notre patient à un génome de référence, eh bien, inévitablement, nous observons des milliers de différences, des milliers de petits variants. Et donc, notre métier de généticien aujourd'hui, c'est d'aller chercher dans ces milliers de petits variants lequel finalement pourrait être responsable des symptômes de mon patient. Alors parfois on a de la chance, parfois on voit vraiment un variant qui se trouve dans le code génétique d'un gène très important et qui empêche ce gène-là de fonctionner, et donc ça nous permet vraiment de poser un diagnostic d'une pathologie génétique parfois très rare. Mais il arrive encore très souvent qu'on se retrouve avec plein de points d'interrogation parce qu'en fait, on est encore incapable de comprendre la signification de tous les variants de notre génome. Donc c'est un petit peu, on peut imaginer, c'est un peu comme un botaniste qui arriverait dans une forêt où il y a des milliers d'espèces, de nouvelles espèces de champignons. Le botaniste, il ne saura pas dire dès le départ quels champignons sont comestibles et quels champignons sont vénéneux. Mais nous, généticiens, c'est un peu pareil. On avance pas à pas, nos connaissances évoluent, mais on est encore incapable de déterminer la signification de tous les variants. Et donc il y a toute une série de variants. On ne sait pas si on doit les catégoriser dans les variants bénins ou dans les variants pathogènes ou dans les facteurs de risque. Et donc, si ces nouvelles technologies, ce n'est pas une baguette magique qui permet de trouver la solution pour tous les patients, c'est encore moins une espèce de boule de cristal qui transformerait les généticiens en des Madame Irma. Et donc, je suis vraiment furieuse quand je vois certaines dérives commerciales, comme par exemple, il y a une firme aux États-Unis qui prétendent déterminer, pour quand même $1 400, déterminer l'avenir d'un enfant simplement en analysant les gènes à partir d'un frottis de salive d'un bébé à la naissance. Et donc, soi-disant, ils prédisent aux parents si le bébé sera sportif ou artiste, s'il sera plutôt manuel ou intellectuel, si ce sera un meneur ou bien s'il sera très timide, et même s'il aura des tendances à l'alcoolisme ou à la consommation de drogue. C'est vraiment, bien entendu, une vraie supercherie. Alors, bien loin de moi quand même l'idée de remettre en question
tous les progrès, tous les bénéfices que l'on obtient par ces nouvelles technologies. Ça a vraiment changé notre métier de généticien, ça nous a permis d'avancer dans nos connaissances et de finalement apporter de plus en plus de réponses à des patients qui sont parfois en quête diagnostique depuis de très nombreuses années. Et puis j'espère surtout à l'avenir que pour tous ces patients, ça va ouvrir des perspectives thérapeutiques. Je crois vraiment très fort en la recherche sur la thérapie génique ou sur l'utilisation des cellules souches. Mais ce qui sous-tend ma réflexion aujourd'hui, c'est que finalement, nous vivons dans une société qui n'accepte plus l'inconnu. Nous voulons vraiment maîtriser au maximum tous les risques. Et nous vivons aussi dans une société où on cultive le mythe de l'enfant parfait. Alors j'observe qu'il y a une tendance à vouloir proposer de plus en plus de tests à des couples en préconceptionnel, ça veut dire avant de concevoir un enfant. Et j'en pense en particulier à la mise au point d'un test qui constituerait à séquencer des centaines de gènes dans un couple pour vérifier que les futurs parents ne sont pas porteurs de pathologies génétiques qu'ils pourraient transmettre à leur descendance. Alors bien sûr, l'objectif est louable, c'est un objectif de prévention. Et je peux tout à fait comprendre que des couples qui en ont les moyens aient envie de recourir à ce genre de test pour diminuer le risque de pathologie génétique dans leur descendance. Mais ce qui m'inquiète, ce qui me tracasse vraiment, c'est que je ne suis pas sûre que ce genre de test sera toujours accompagné d'une information scientifique détaillée et nuancée. Et je crains vraiment que des parents n'interprètent un résultat rassurant comme l'équivalent d'une espèce de carte blanche qui leur garantit l'enfant parfait, ou en tout cas l'enfant sans maladie génétique. Parce que ça, c'est vraiment un leurre. Parce que même si ce genre de test diminue un peu le risque de pathologie génétique dans la descendance d'un couple, on n'arrivera vraiment jamais au risque zéro. Pour différentes raisons. D'une part, parce que, comme je vous l'ai dit, on est à milieu de pouvoir interpréter la signification de tous les variants de notre génome. Et donc, il y a toute une série de variants qu'on va voir chez les parents et on sera incapable de dire si ce sont des variants tout à fait bénins ou si, en fait, ce sont des prédispositions à certaines pathologies génétiques. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des pathologies génétiques sévères, elles ne sont pas héritées des parents. Elles arrivent par accident chez un enfant, parce qu'au moment de la conception, une faute de frappe va se mettre par accident dans le code d'un gène important et va entraîner une pathologie génétique. Et donc, vous aurez beau faire tous les tests génétiques préventifs possibles et imaginables chez les parents en préconceptionnel, vous ne les mettrez jamais à l'abri d'avoir un enfant qui a une pathologie génétique par accident. Alors, nous sommes dans une société qui investit de plus en plus dans la prévention, et c'est très bien. Mais je ne voudrais pas que le message qui est sous-jacent à ces campagnes de prévention, finalement, stigmatise encore plus les personnes en situation de handicap. Et j'espère vraiment que notre société est prête à mettre au moins autant de moyens et d'énergie pour la prise en charge des patients en situation de handicap et pour la construction d'une société handicap inclus. Alors je terminerai par une réflexion beaucoup plus large. De tout temps, de très grandes personnalités ont fait évoluer notre société. Je pense à des grands scientifiques comme Einstein, ou des grands artistes comme Van Gogh ou Mozart, ou encore des grands philosophes comme Nietzsche. Mais en fait, je serais bien curieuse de pouvoir aller jeter un petit coup d'œil sur leur génome, parce qu'à mon avis, ils nous réserveraient bien des surprises. Alors revenons à notre fiction du départ. Vous vous souvenez, ce couple qui devait faire un choix parmi 4 embryons sur base des résultats de l'analyse de leur génome. Eh bien, imaginons qu'un Van Gogh ou qu'un Mozart ou qu'un Einstein se cache parmi ces 4 embryons. Pensez-vous que cet embryon constituerait nécessairement le premier choix des parents ? Alors, je termine par une phrase toute courte qui m'a été citée par un de mes patients et qui dit ceci : « La différence, c'est cette richesse que nous avons tous en commun. » Je vous remercie pour votre attention.